Alors pour la première partie de la table ronde, je vais appeler Monsieur Serge Agneret, directeur général de la division logistique automobile du groupe Charles André. Et également Marc Lemercier, le président de la société Cargreen. Donc je vous laisse nous rejoindre pour cette table ronde. Alors juste un tout petit mot d'introduction, simplement pour rappeler un chiffre. Quand on parle de mobilité verte, il y a une étude très intéressante qui est sortie l'été dernier de Transport et Environnement qui montre qu'en Europe, une voiture électrique à modèle équivalent émet 3 fois moins de CO2 sur sa durée de vie totale, fabrication comprise, par rapport à un véhicule thermique. Voilà, donc un facteur 3, donc ce n'est pas négligeable. Et même dans le pays qui a le mix énergétique le plus carboné, en Europe, c'est la Pologne, et ben, même dans ce cas-là, le véhicule électrique qui se charge sur une grille carbonée est quand même plus vertueux de 20% par rapport à un véhicule thermique. Voilà. Je peux avoir ça en tête. En Suède, c'est 5 fois moins, et en France, c'est 4 fois moins, grâce aussi à notre électricité nucléaire qui est faible émettrice de CO2. Voilà, donc ce facteur 3 en Europe. Alors, Monsieur Agneret, donc, merci encore pour votre présence ce soir et nos échanges de préparation. Première question pour vous. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots l'activité du groupe Charles André, et ensuite, en quoi votre société est-elle impactée par la transition énergétique? Alors bonsoir à tous. Le groupe Charles André, c'est un groupe basé à Montélimar qui fait du transport. Il y a 2 grandes divisions dans le groupe, le transport de produits dangereux et le transport de véhicules dont je m'occupe. Alors juste pour parler de ma division, j'ai un peu plus d'1 millier de camions. Voilà. Et globalement, on distribue les véhicules, donc les véhicules particuliers, dans l'ensemble de la France et même en Europe, que ce soit des véhicules à destination des particuliers, des entreprises, pour la location courte durée, etc. Donc on va avoir une trentaine de plateformes en France qui sont des très grands parcs de stockage de véhicules qui vont traiter des véhicules neufs et des véhicules d'occasion, des ateliers pour réparer ces véhicules, hein, pour faire les entretiens, les remettre à neuf pour les véhicules d'occasion, même les prendre en photo pour les publier sur Internet. Et on a des camions qui vont distribuer l'ensemble de ces véhicules. Et comment votre société a-t-elle été impactée par la transition énergétique et les nouvelles réglementations associées? Alors, en fait, nous faisons face à 2 transformations en même temps. La première, c'est la transformation de nos clients. D'ici 2035, vous savez qu'en 2035, tous les véhicules seront 0 émission. Donc, globalement, ils vont être électriques. Très peu seront hydrogène, en tout cas, c'est la projection que nous avons. Les véhicules vont être électriques. Ça en fait des véhicules plus lourds, ça fait que je dois être capable sur l'ensemble de mes plateformes de les alimenter en électricité. Donc ce sont des investissements extrêmement lourds parce que bien souvent, je suis obligé de revenir à la moyenne tension juste pour avoir assez d'électricité pour pouvoir alimenter ces véhicules. En plus, je dois former l'ensemble du personnel pour être habilité électrique, puisque évidemment l'intervention sur un véhicule diesel, ça n'a rien à voir avec une intervention sur un véhicule électrique. Donc ça, c'est la première transformation qui nous demande énormément d'investissement. Il y en a une deuxième, qui est pour nous bien plus lourde, hein, qui est mon métier de transporteur, qui est bien le changement d'énergie de l'ensemble des camions, hein, pour faire extrêmement simple. Alors, on connaît à peu près, hein, la photo en 2040. La photo en 2040, c'est que la solution qu'on va avoir dans notre flotte, ça va être un mix entre des véhicules électriques et des véhicules hydrogène, puisque les 2 énergies qui ont été choisies par l'Europe, par la France, et sur lesquelles il va y avoir énormément d'investissements, c'est l'électrique et l'hydrogène. Alors, je vais vous faire des résumés, mais globalement, les petits camions vont être électriques, les gros camions, la longue distance, vont être hydrogène. Voilà, je vous la fais. Toute ma problématique, c'est de savoir ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2040. D'accord ? Et vous doutez bien qu'avec 1000 camions, je n'ai pas vraiment le droit de me planter sur les endroits où je vais investir. Alors,
Se greffe là-dessus la législation, c'est-à-dire les ZFE globalement. Les ZFE. Alors, je vais prendre l'exemple de Paris, parce que ça va parler à tout le monde. La ZFE de Paris, la région parisienne, c'est Paris, 79 communes autour de Paris. Juste pour préciser, la ZFE, c'est la zone à faible émission. Donc, tous les centres-villes, mais on voit que c'est beaucoup plus large qu'un centre-ville, hein, quand on parle de 79 communes en région parisienne, se dotent d'une législation spécifique pour bannir petit à petit les véhicules thermiques à l'intérieur des centres-villes. Donc ça touche les véhicules particuliers et puis ça touche les véhicules industriels. Moi, chaque jour, dans ma division, j'ai globalement 80 véhicules, donc des grands camions, ce qu'on appelle les porte 8, qui vont rentrer dans Paris ou y passer. Voilà, globalement. D'accord ? Donc, ce que nous dit la législation aujourd'hui, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, ces véhicules ne peuvent plus être diesel. Alors, première conséquence, d'accord, mais qu'il faut bien avoir en tête, 75% des véhicules aujourd'hui stationnés dans ces communes, je ne parle même pas des véhicules qui y traversent, sont des véhicules diesel. Ça veut dire qu'on est en train de dire à 75% des personnes qui aujourd'hui ont un véhicule, hein, c'est l'artisan qui travaille, hein, c'est la personne qui va bosser tous les jours avec son véhicule, parce qu'elle n'a pas de solution en bus ou en métro, que son véhicule, il ne va plus pouvoir l'utiliser entre 8h le matin et 20h le soir à partir du 1er janvier 2024. Voilà, première chose. Et moi, on me dit, ben voilà, l'ensemble des camions qui passent, qui vont distribuer, puisque je rentre pour aller donner des véhicules à l'agence Hertz, qui est au centre de Paris, aux concessionnaires, etc., récupérer des véhicules d'occasion, eh bien, vous ne pourrez plus les utiliser. Alors, quelle solution j'ai ? Techniquement, j'en ai une. Il n'y en a qu'une qui existe, c'est le gaz. Techniquement, c'est le gaz naturel comprimé, ou gaz naturel liquéfié, d'accord ? Et aujourd'hui, cette solution est critère 1. Alors, je passe sur le fait qu'en termes écologiques, c'est une aberration, d'accord ? Puisqu'elle ne permet pas de réduire significativement le CO2. Mais d'un point de vue législatif, c'est la seule solution que j'ai en face de moi. Et on me dit, eh bien, vous allez changer vos véhicules pour mettre des véhicules gaz, ce qui va représenter à peu près, globalement, 40% de ma flotte à terme qui rentre dans des centres-villes, hein, donc 400 camions, hein, pour faire simple. Et alors, en 2030, vous allez les ranger, d'accord ? Et vous allez les arrêter parce que ça reste un véhicule thermique. Donc là, vous rachèterez encore des camions, hein, qui seront cette fois-ci hydrogène, électrique, que sais-je encore. Eh bien ça, quand je fais la somme des investissements nécessaires, j'ai un problème, ça ne passe pas. Voilà. Et ça ne passe pas dans l'ensemble de l'industrie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables collectivement de faire cette transformation pour pouvoir rentrer dans les centres-villes. Voilà. Donc voilà le problème auquel je fais face. Deuxième problème, c'est que cette solution gaz, je l'ai testée. J'ai des camions gaz à la maison, d'autant que le groupe Charles-André, je vous l'ai dit, transporte aussi donc des produits dangereux. Et le groupe Charles-André a à peu près 200 camions gaz qui tournent sur d'autres activités. Le problème, c'est que pour mon activité propre, chaque camion me coûte, in fine, en coût kilométrique, 15% de plus que son équivalent diesel. Donc, je suis allé voir mes clients, hein, pour leur en faire part, leur dire que, en fait, il y a un moment, il va falloir qu'ils payent plus. Et alors, devinez quoi ? Ça ne les a pas réjouis tellement. D'accord ? Et en fait, ils ne sont pas prêts à payer plus. Donc, en très clair, je peux, même si je voulais passer au gaz, je ne peux pas me préparer après le 1er janvier, avant le 1er janvier 2024, sinon je suis immédiatement non compétitif. Et donc, il faudrait que dans la nuit du 31 janvier 2023 au 1er janvier 2024, je fasse l'ensemble des investissements pour être capable de faire. Donc, vous vous doutez bien que c'est totalement irréaliste. Donc, voilà la problématique que j'ai. Alors, il y aurait une solution, on en parlera sans doute. Alors, quelle est-elle, cette solution ? Alors, il y a une solution qui existe, mais qui aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas, ne s'en sont pas emparés. Et l'Europe non plus.
Cette solution sont les biocarburants de deuxième génération. C'est-à-dire, mon problème, c'est ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2040. Je n'ai pas de question sur le fait qu'il va falloir qu'on soit capable d'utiliser l'hydrogène et l'électrique après 2040. Aucune question là-dessus. Mais entre deux, eh bien, entre deux, il y a une solution, ça s'appelle les biocarburants de deuxième génération, donc issus du recyclage. Donc, ce sont pour les spécialistes, les HVO, les XTL, pour lesquels, en fait, ce sont les mêmes motorisations, des motorisations diesel, et qui permettent, quand on fait des calculs du puits à la roue, c'est-à-dire de la production à l'utilisation, ça permet de faire des réductions de CO2. Alors, je suis en train de les faire vérifier par mes équipes pour être tout à fait exact, mais de l'ordre de 80 à 90%. Donc, ça reste un véhicule thermique, ça reste le même véhicule thermique, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de faire la première transformation, mais je peux garder mes investissements pour me préparer pour le vrai futur étant l'électrique et l'hydrogène. Voilà le point sur lequel il faut, et je pousse énormément l'ensemble des pouvoirs publics et mes clients, etc., de faire du lobbying là-dessus, c'est obtenons que ces biocarburants de seconde génération soient critère 1. C'est un point absolument fondamental. Alors, je vais faire une petite aparté aussi. Il y a une deuxième aberration où j'espère que les pouvoirs publics français vont s'en emparer parce qu'ils vont prendre la tête de l'Europe. Donc, à partir du 1er janvier 2029, c'est arrêter cette erreur fondamentale qui est la norme Euro 7. C'est une connerie monumentale et je pèse mes mots. Alors pourquoi ? D'abord parce que les normes Euro, vous avez tous conscience que ça n'a jamais réduit les CO2. Ça réduit les particules fines, ça oblige à réduire les NOx. D'accord ? Nos problèmes de CO2 dans le monde, 75% c'est le CO2 et 16% c'est le méthane, globalement. Mais forcer aujourd'hui les constructeurs à travailler sur une norme Euro 7 hyper restrictive alors qu'ils devraient mettre tous leurs sous pour travailler sur l'hydrogène, intellectuellement, c'est juste une aberration. Donc il faut aujourd'hui abandonner l'Euro 7, se concentrer sur les vraies énergies du futur, et nos camions hydrogène sont annoncés en 2027-2028 pour les premiers. Donc concentrer tous nos efforts vers la solution de 2040. Et entre deux, il y a une solution évidente dont ni l'Europe ni la France pour l'instant se sont emparés, mais qui me paraît évidente, c'est les biocarburants de deuxième génération. Et mon dernier point, ce sera, attention, la décision, elle doit être prise maintenant. Parce que si on la prend trop tard, la production ne sera pas prête pour faire face au 1er janvier 2024. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision pour forcer les producteurs, donc c'est Total, c'est Alten, c'est Ginouès, à produire maintenant, donc à faire les investissements qui vont bien pour augmenter cette production et qu'on ne se retrouve pas en pénurie au 1er janvier 2024 pour Paris, et puis après, vous connaissez Grenoble, Lyon, etc. Voilà. Donc voilà le plan que nous avons en face de nous et qui aujourd'hui, d'un point de vue législatif, malheureusement, n'est pas prêt. Merci beaucoup pour cette intervention et ce besoin qui est clairement exprimé. Alors maintenant, je vais passer la parole à Marc Lemercier pour un sujet qui est complémentaire. Je ne vais pas opposer les deux, mais le sujet dont on vient de parler, le sujet en face, le sujet biogaz. Donc, Monsieur Mercier, première question pour vous. Donc, quelles sont les solutions proposées par Cargreen actuellement ? Et où en est Cargreen dans le déploiement de ces stations ? Alors, c'est vrai que je rejoins totalement. C'est compliqué pour les transporteurs de voir clairement le futur actuellement en disant, bon, on fait un choix stratégique qui est l'hydrogène, mais c'est encore très loin. Et c'est vrai que c'est un carburant, quand on analyse bien, son prix au mégawattheure est relativement cher, même très cher actuellement. Et puis, il y a des solutions alternatives. Alors, on parle beaucoup d'électricité, mais le problème, c'est aussi les véhiculer les lourdes charges. Et chez Cargreen, on s'est posé la question un petit peu différemment en disant, bon, on ne sera pas mono-énergie. C'est vrai qu'il y a une énergie qui répond très très bien, qui est le gaz, et notamment le biogaz, le biométhane, puisqu'il a la particularité d'avoir la capacité d'être produit localement.
Nous, on a fait l'expérience depuis 2009, puisqu'on a fait tourner déjà des véhicules au biogaz, au biométhane, pour transporter 60 000 tonnes de matière, et ça se fait bien. Il y avait une deuxième raison, c'était les problématiques de pollution atmosphérique aussi avec les particules, puisque les technologies de réception de ces matières se faisaient en SAS, et on a vu la différence par rapport au fonctionnement par rapport à des véhicules diesel. Mais l'idée, ça a été de développer ce qu'on appelle, alors on ne parle plus de station, on parle de hub énergétique, où là, on fait une trilogie, entre guillemets, où on est capable de recharger, alors avec la technologie, ce qu'on appelle Smart Grid, puisque l'idée, c'est de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Donc, un hub énergétique, c'est quoi? C'est d'abord une vision sur la réponse immédiate d'une compression ou d'une liquéfaction pour distribuer du biométhane, puisque là, on va aller chercher l'empreinte carbone. Et j'y reviendrai, parce que souvent, on confond l'émission de CO2 à la sortie du pot d'échappement et le cycle complet du puits à la roue. Je pense que là aussi, il y a des choses à homologuer et à travailler. On y adjoint des superchargeurs, enfin notamment un superchargeur qui permet de répondre aussi à cette mobilité électrique. Alors, la source électrique est faite notamment localement avec une ombrière solaire. Vous avez toute une partie de data avec des batteries et des onduleurs. Et on rajoute un troisième module, puisque tout est plug and play avec la distribution d'hydrogène. Alors, on parle beaucoup d'hydrogène, à partir du solaire et de l'éolien. L'avantage demain, c'est qu'on pourra faire de l'hydrogène aussi avec la biomasse et avec de façon assez efficace en termes de coût, puisque déjà on va dès 2022 mettre en place une production d'hydrogène sur une unité de méthanisation, vous voyez, à partir du biogaz. Mais l'idée, c'est et c'est vrai que c'est compliqué pour des gens qui ont des parcs automobiles, c'est de créer ce qu'on appelle ces fameux hubs de territoire et surtout d'avoir des investissements participatifs, c'est-à-dire que 70% du capital de ces outils appartiennent aux utilisateurs, ce qui permet pour des sommes modiques d'éviter de prendre un gros risque et de s'engager sur des outils des fois qui sont très onéreux, à la fois sur sa construction, mais aussi sur son exploitation, puisque quand on compresse, si on prend du gaz ou demain de l'hydrogène, il ne faut pas oublier qu'on pense compresser de l'hydrogène à 700 bars, c'est aussi de l'électricité, puisque d'ailleurs vous amenez de l'électricité dans un réservoir, si on peut dire. Alors, ces hubs-là, il y a à peu près une soixantaine qui sont en piste. La vision, c'est d'en faire à peu près 150. Vous voyez, donc c'est 150 sociétés de territoire qui répondent directement à ces outils. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai que cette fameuse transition, qui n'est plus une transition, mais qui est une transformation, c'est de jouer, entre guillemets, sur une valeur où, par rapport à je dirais, une problématique, d'en faire un avantage. Alors, on parle beaucoup de ces fameux quotas carbone, qui est un des marchés qui est existant sur le marché mondial. Vous avez un deuxième marché qui est le marché des compensations, c'est-à-dire que quand vous avez une flotte de véhicules, vous allez essayer de le compenser par rapport à de l'investissement, notamment forestier ou même agricole. Et le troisième marché qui est en train de naître et que nous, on souhaite faire naître, alors c'est 25 personnes à travers le monde qui travaillent déjà depuis à peu près 2 ans, c'est de créer le marché de l'évitement, c'est-à-dire d'être capable de calculer à chaque fois que vous allez faire le plein sur un carburant. Alors, ça peut être bien évidemment du biométhane, ça peut être de l'hydrogène vert, ça peut être de l'électricité tracée, ça peut être de l'électricité ou du baissant aussi. C'est de créer de la valeur avec l'évitement. Alors tout ça, ça nécessite une nouvelle technologie qui est actuellement disponible, qui s'appelle la blockchain. Et l'opération se fera avec ce qu'on appelle un actif numérique qui s'appelle le Pearl Green. Alors c'est vrai que quand on étudie des masses de flotte, on l'a fait notamment sur des très grosses coopératives, aux alentours de 150 € la tonne de CO2 évité, vous avez vu que là, le marché du carbone est en train d'évoluer aussi de façon importante, on a pratiquement un autofinancement des véhicules, vous voyez, si on prend juste que la mobilité. Donc à chaque fois qu'on va faire un acte de consommation, alors la mobilité s'y prête bien, mais il y a d'autres aussi produits, et les produits de consommation classiques, on va créer une valeur qui va être l'évitement. Et ça nécessite une traçabilité liée à la technologie blockchain. Et ces outils-là vont être opérationnels pour 2023. Les plateformes sont en train d'être développées. Mais pour faire ça, il faut des outils. Donc c'est pour ça qu'on est en train de développer ces fameux hubs partagés.
Merci beaucoup pour cette présentation de l'activité complète. Alors, on l'a tellement bien préparé qu'on a répondu à beaucoup de questions. Mais il m'en restait une dernière pour vous. Si on résume finalement, comment Cargreen contribue au monde de demain? On essaie de façon humblement, hein, parce que d'ailleurs l'enjeu il est tellement il est important, à la fois il est économique, il est climatique, hein, puisque il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près 15 jours, j'étais avec Jean Jouzel, on discutait de l'urgence climatique. Alors c'est vrai que la naissance de Cargreen est née plutôt à l'ouest de la France. Hein. Moi, je me suis déplacé aujourd'hui avec un véhicule au biométhane carburant, donc je travaille l'empreinte, hein, et c'est avec une jolie Audi achetée pas très loin d'ici. Le sujet, c'est qu'il est, il est humble, mais aussi de se dire que ça ne passera que par le citoyen, par les utilisateurs. Nous, c'est notre conviction. Maintenant, c'est pour ça que à la fois les outils de distribution, mais aussi les outils de production qu'on est en train de générer, on est en train de travailler sur un gros sujet de production de biométhane liquéfié, parce que vous n'en avez pas en France, hein, vous avez juste des certificats d'origine, qui va à peu près être capable de produire 65 000 mégawattheures de biométhane liquéfié. Vous avez aussi une grosse problématique qui est le CO2 aussi, production de CO2, hein, parce que quand vous faites du biométhane, vous avez aussi le CO2 qui est là. Quand vous faites de l'hydrogène, pour baisser le coût, vous faites de l'oxygène aussi, qui est un gaz très intéressant. Et quand vous avez ces particularités de combiner ces gaz, on peut être à l'optimum justement de cet évitement. Et alors on y contribue en labourant les territoires et en faisant que ces hubs énergétiques puissent se positionner avec les acteurs locaux. Ça se fait beaucoup dans l'Est, en Bretagne ça se fait. L'avantage, c'est que ce sont des sites qui appartiennent d'abord aux utilisateurs, hein, et ce n'est pas nous qui allons, entre guillemets, faire tourner ces outils. C'est des transporteurs, c'est aussi l'accès au grand public, et surtout en n'opposant pas les énergies. Vous voyez, un kilo d'hydrogène à 9 euros le kilo produit, vous êtes aux alentours de 230 euros le mégawattheure. Quand on prend un litre de gasoil à 1,21 €, vous êtes aux alentours de 140. Un biométhane à 1,08, ce qui était le cas, mais maintenant c'est en train de s'envoler, vous allez être aux alentours de 102 euros le mégawattheure. Donc pour transporter les lourdes charges, il va falloir aussi être compétitif sur la capacité à transporter un rapport poids-puissance. Et si on en fait un avantage avec l'évitement, on peut gagner sur les coûts notamment de transport. Ouais. Merci beaucoup. Donc, on l'a compris, une solution multi-énergie et en plus qui appartient au territoire. Donc, ce n'est pas des multinationales américaines ou asiatiques qui vont posséder ces infrastructures, ces hubs énergétiques, mais c'est les territoires avec des tickets à 50 000 € et donc qui peuvent bénéficier au tissu local.